Donc merci à vous tous d'être venus ce soir. J'espère que vous serez aussi nombreux pour nos prochains rendez-vous. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter la date du 23 mai où nous allons recevoir le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé. On aura des personnalités de gauche par la suite, ne vous inquiétez pas, le débat sera équilibré. Voilà. Donc je vous explique comment va se dérouler la soirée. Donc d'abord, merci pour le silence. Nous allons d'abord présenter l'invité pour ceux qui ne le connaissent pas. Puis donc une série de questions seront posées avec Vincent Bourget et moi-même. Et enfin, Jacques Attali donnera son avis sur quelques personnalités qu'il a pu côtoyer tout au long de sa carrière. Voilà, merci maintenant d'accueillir, comme il se doit, Jacques Attali. Alors, Jacques Attali, bonsoir. Je voudrais tout d'abord, au nom de toute l'association, vous remercier d'avoir accepté notre invitation à cette soirée débat. Nous sommes honorés d'avoir un premier invité si prestigieux et nous espérons que vous ouvrez la voie à une longue série d'invités qui seront, je l'espère, aussi brillants que vous. En effet, je ne vais pas une nouvelle fois rappeler à l'assistance que vous êtes sorti major de Polytechnique, que vous avez ensuite étudié au Corps des Mines, à Sciences Po Paris, et enfin à l'ENA. Pouvez-vous expliquer à notre public qui est majoritairement issu des grandes écoles, quels ont été les apports de ces écoles dans votre vie professionnelle? D'abord, je suis ravi d'être là, ravi d'être avec vous et rencontrer un public de jeunes qui ont devant eux un agenda magnifique. Je vais me retourner parce que c'est toujours avec grand plaisir que je le fais. Je dirais que ensuite j'ai passé un doctorat en économie, mais ça c'est autre chose. Pardon, j'ai oublié de le signaler. La chose qui m'a été le plus utile professionnellement, je n'ai jamais eu de métier, professionnellement c'est de la sens. Dans ma construction intellectuelle, c'est certainement, en dehors de ce que je fais par ailleurs, de la musique, de la théologie, etc., c'est les classes préparatoires. Je veux dire que les 2 années que j'ai passées en classe préparatoire ont été vraiment fondamentales pour moi. Après, je dirais que Polytechnique a été vraiment une école magnifique. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs tout à fait extraordinaires. Laurent Schwartz, qui était un immense professeur de mathématiques. Ensuite, j'ai beaucoup appris à Sciences Po, aussi, qui était intéressant. L'école de lutte, je ne l'ai pas faite. On dit que je l'ai faite parce que j'ai tout oublié. Je n'ai pas été pour toute la raison. C'est chez les cours ou... Oui. Parce que je fais des Sciences Po en même temps et forcément. L'ENA, ça ne sert à rien. C'est pas une école, c'est nul. C'est un concours qui dure 18 mois et qui se termine par une pure loterie. Tirage au sort. D'accord. Pour ceux qui s'intéressaient, vous êtes maintenant informés. J'ai eu la chance de gagner ce tirage au sort à la fin, puisque je suis sorti assez bien pour choisir quand je voulais, mais on n'y apprend rien. Sauf peut-être le stage, les stages qui sont assez formateurs. Et maintenant, on fait les stages partout. Et l'inspection des finances aussi par la suite, ça vous a... Ça m'a tout en plus appris que je n'ai pas été, parce que j'ai choisi le Conseil d'État. D'accord. J'ai sciemment refusé l'inspection des finances, qui était une machine à former des gens formatés, répétitifs, etc., qui n'est pas mon truc. Donc j'ai choisi le Conseil d'État pour être libre. C'est pour ça que je dis que de ma vie, j'ai jamais eu de patron. Je n'ai jamais été dans une organisation autre que celle que j'ai créée moi-même, sauf une fois où j'ai eu un patron, si on peut dire, qui était le président de la République, et qui j'ai travaillé 10 ans, mais ce n'était pas vraiment un patron. Donc ces brillantes études ne vous ont toutefois pas empêché de fréquenter les plus jolies filles de votre génération. C'est d'ailleurs au bras de la Miss France de l'époque que vous rencontrez pour la première fois François Mitterrand en boîte de nuit. Bon, vous allez ensuite devenir un proche de François Mitterrand et de son devenu aussi. Fréquenté souvent. Être son directeur de campagne, et lorsqu'il est élu en 1980, il crée pour vous la fonction de conseiller spécial. Vous allez donc, comme vous l'avez dit, être pendant 10 ans à ses côtés. Plus récemment, vous avez présidé la Commission pour la libération de la croissance française à la demande de Nicolas Sarkozy.
Ce projet était composé de 316 mesures, dont les 3/4 sont déjà appliquées. Vous étiez, avant de venir à notre conférence, encore avec un... Pardon. Oui. Je voulais... Oui, comme je disais, vous pouvez intervenir pour... En fait, j'ai présidé cette commission avec donc, 43 personnalités membres, commission qu'on pourrait dire bipartisane ou non partisane. Et en effet, il y a eu un premier rapport qui a proposé 316 mesures, dont la moitié a été appliquée ou est en cours d'application, et l'autre moitié n'a pas été. Puis ensuite, il y a un deuxième rapport qui, lui, n'est vraiment pas appliqué. Donc, oui, comme je le disais, vous étiez juste avant le début de cette conférence, encore avec un ministre. Vous avez toujours... Donc j'étais avec le président de la République, je ne sais pas. Fausse information. Donc vous avez toujours, comme vous le dites, été très proche de la plus haute fonction de l'État, comme à l'instant. Vous n'y avez jamais pensé en vous rasant le matin? Non, ma vie a toujours été de mélange entre la réflexion et l'action. On a toujours voulu à la fois écrire, ce que j'ai fait très jeune, parce que j'ai publié mon premier livre à 26 ans, et enseigner, ce que j'ai fait aussi tout de suite, parce que j'étais professeur à l'X à 23 ans. Et en entrant à l'ENA, j'étais déjà professeur à l'X. Et j'ai toujours voulu faire de l'action sans en même temps renoncer à la vie intellectuelle. Donc j'ai jamais voulu faire de politique au sens propre. Et en même temps, j'ai eu le privilège, en étant à côté du président de la République pendant 10 ans, d'avoir vraiment une possibilité d'influer sur l'évolution de mon pays. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que la seule chose qui m'intéressait vraiment, c'est le monde. Et donc là aussi, j'ai eu le privilège d'être en situation de créer 4 institutions internationales, l'Action contre la faim, RECA, la BERD et Planète Finance. Aujourd'hui, Planète Finance m'occupe une très grande partie de mon temps. C'est une institution qui est dans 80 pays, qui a plus de presque 2000 salariés aujourd'hui, qui est une très grosse machine qui me prend beaucoup de temps. Donc de la politique, j'en ai fait à l'échelon de la France. J'estime qu'aujourd'hui, le président de la République en France n'a presque aucun pouvoir. Il a perdu beaucoup par rapport à ce qu'il avait antérieurement, que le pouvoir est soit au niveau des collectivités territoriales, soit au niveau de l'Europe, soit au niveau du monde, mais plus tellement au niveau français. D'accord. Comme vous l'avez rappelé, l'ONG Planète Finance a sorti des milliers, voire des centaines de milliers de personnes de la pauvreté donc grâce au microcrédit. Donc le microcrédit, je le rappelle, ça consiste en l'établissement d'un système de micro-prêt en fait, pour les entrepreneurs ou les artisans qui n'ont pas accès donc aux prêts bancaires classiques. Donc cela favorise la création de richesse et donc permet de sortir pas mal de monde de la pauvreté. Et alors le microcrédit, ce n'est qu'une petite dimension qui est en fait la microfinance. C'est pas une technique. Une fois, j'étais avec un chef d'État qui a eu un réflexe extraordinaire, dans quelque chose comme ça, il m'a dit « Ouf, ils m'ont manqué ». C'était un chef d'État américain. Et en réalité, la microfinance regroupe à la fois le crédit, l'épargne, l'assurance, toute une série d'activités. Et en effet, il y a aujourd'hui à peu près 800 millions d'entrepreneurs dans le monde qui n'ont pas accès au crédit. 180 millions d'entre eux ont accès au crédit par la microfinance. Planète Finance, nous aidons 15 millions de gens à avoir accès au crédit, à la finance, à l'épargne, à l'assurance, et ceci est un chantier presque limité. D'accord, donc grâce à ça, vous avez sorti des milliers de personnes de la misère. Pour conclure, Jacques Attali, vous êtes l'un des intellectuels français les plus écoutés. Vous contribuez de façon permanente à alimenter le débat en soulevant les vrais problèmes. Je laisse maintenant la parole à Julien Madard pour la première question qui sera d'ordre économique. Voilà, donc ma première question, Jacques Attali, est très simple. Vous êtes demain élu président de la République française. Quelles sont les 3 mesures urgentes que vous faites voter pour accélérer la sortie de crise? D'abord, comme vous avez eu la gentillesse de me présenter, vous avez oublié une partie qui pour moi essentielle de ma vie, qui est l'écriture. Ça vient après. Ça vient après. Je croyais qu'on avait fini avec la partie biographique. D'abord, votre question n'a pas de sens. J'ai mis énormément de temps à la trouver. On va revenir au sens même. Ça marche. La question n'a pas de sens. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la présidence ne m'intéresse pas.
Deuxièmement, le président de la République, je vous l'ai dit, n'a aucun pouvoir. Troisièmement, si tant est qu'il a du pouvoir pour appliquer des mesures, il faudrait qu'il ait un Parlement avec lui. Et donc, la question qui est posée, souvent quand on parle du programme présidentiel, en réalité, on parle de programme législatif. Et c'est heureux, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça n'ira peut-être pas, mais nous sommes dans une démocratie. Donc, c'est le Parlement qui vote les lois. Le président peut faire de petites choses, mais pratiquement rien, et c'est heureux, sans le Parlement. Donc, à supposer une dernière raison pour laquelle votre question n'a pas de sens, c'est que le président de la République et même le Parlement, ensemble, ne peuvent absolument pas résoudre la crise. D'abord parce que c'est pas par 3 mesures qu'il faut résoudre la crise. Je ne voulais pas résoudre la crise, juste accélérer la sortie de crise. Non mais, vous allez voir, je n'ai pas enfoncé le dernier clou dans le sac. Ils ne peuvent pas résoudre la crise. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas l'État qui peut le faire. Et en plus, la crise est mondiale. Et là vient le dernier clou sur le cercueil. Vous avez dit accélérer la sortie de crise. Non, la crise n'est pas du tout terminée. Nous ne sommes pas du tout en sortie de crise. La crise est donc extraordinairement présente, elle est en train de grandir, et ce qu'on a fait, c'est simplement retarder l'échéance par l'accumulation des dettes. Des dettes privées qui sont devenues des dettes publiques. Voilà. Donc, face à cette situation, qu'est-ce que peut le pouvoir politique français, puisque c'est votre question, je vais quand même répondre à votre question. Le pouvoir politique français, il peut faire plusieurs choses. D'abord, tenter d'influer à l'échelle internationale pour créer les conditions d'une régulation internationale sérieuse, donc faire que le Fonds monétaire ait des vrais pouvoirs vachement l'équilibre, toutes ces choses qui doivent être faites, mais qui ne sont pas portées de la France seule. Le G20 est une sorte d'occasion de faire des photos et pas une occasion de décider. Il peut tenter aussi quelque chose de très important et lui, très efficace à l'échelle de l'Europe, et là la France a un rôle évidemment plus important, et en particulier dans le franco-allemand, pour faire que l'Europe se dote d'un budget fédéral. Comme les États-Unis ont un budget fédéral, si l'Europe, et en particulier si le couple franco-allemand, et ça c'est une des 3 mesures, parce que vous voyez les 3 s'enquêtent en utilisant, obtenir des Allemands la création d'un budget fédéral européen qui emprunterait, non pas pour combler la dette, mais pour faire un grand emprunt européen, comme on a fait un grand emprunt français pour la technologie, qui relancerait l'économie européenne, puisque l'Europe a 0 dette, on trouve dans une situation surréaliste, les États-Unis sont endettés, les Japon sont endettés, les pays européens sont endettés, et l'Europe n'a pas de dette. Donc l'Europe a une capacité d'investissement considérable. Ça, c'est la première mesure, si tant est qu'on obtient l'accord des Allemands, ce qui n'est pas fait. Mais on va emprunter au taux des Allemands à ce moment-là, vous pensez que c'est réaliste? L'Europe ayant 0 dette, elle peut emprunter au taux des Allemands, et même en dessous du taux des Allemands. En réalité, même si vous rentrez dans le détail technique, le fonds de solidarité européenne, le FSEF qui a été créé, lui, emprunte à un taux légèrement supérieur au taux allemand, mais en fait, juridiquement, on peut emprunter à un taux inférieur au taux allemand. C'est normal, c'est une structure qui a 0 dette, donc là, c'est le meilleur emprunteur possible sur le marché. Deuxième mesure qui me paraît très importante à l'échelle proprement de la France, c'est une mesure de long terme, c'est l'école primaire. Nous sommes dans une situation désastreuse, l'école primaire est en train de s'effondrer, et je crois qu'il y a une mesure très simple qui consiste à faire l'école sur mesure, on donne beaucoup plus de pouvoir au directeur d'école, ça paraît très important. La troisième mesure, c'est tout faire pour augmenter l'utilisation du progrès technique dans les entreprises, la recherche, l'innovation, les produits compétitifs, le grand emprunt, qui est une des propositions de notre rapport, mais qui va, à mon avis, pas assez vite, assez loin, où il y a énormément de choses à faire pour accélérer le processus. Ces 3 axes, pas 3 mesures, ces 3 axes parmi beaucoup d'autres, me paraissent vraiment prioritaires. J'ai eu ma réponse, même si la question. Oui, c'est ça. La réponse est non, mais j'ai complètement oublié votre question. Donc une nouvelle question qui revient un petit peu sur la crise dont on n'est pas sorti. On a vu les ravages des produits financiers structurés qui ont été notamment créés par des ingénieurs français. Que pensez-vous de ces produits dérivés et de l'avenir des métiers comme Kant ou trader qui peuvent intéresser peut-être des personnes de l'Assemblée? Ce n'est pas des ingénieurs, c'est des mathématiciens pour l'essentiel. Bon, je pense que s'il y a un jour, dans un siècle, des anthropologues qui regardent notre monde, ils auront du mal à comprendre pourquoi les 2 métiers les mieux payés, c'est les traders et les joueurs de foot. Et pourquoi les métiers d'ingénieur, de médecin, d'instituteur sont beaucoup moins payés et beaucoup moins recherchés. Donc la vraie
vraie raison pour laquelle les gens vont faire ce métier, c'est qu'ils sont bien payés. Je pense que ce sont des métiers dévoyés. Joueur de foot, un comédien comme un autre. On a besoin de comédien, du danseur, c'est pas inutile. Et je ne parle pas de ça. Mais le trading financier, pour l'essentiel, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit pas de couvrir des risques correspondant à des opérations réelles, ce qu'on appelle la spéculation annuelle, qui est une spéculation pure, sans lien avec une opération physique, c'est une opération nuisible et qu'il faudrait interdire. Je veux dire, totalement interdire. Tant que ce n'est pas interdit, nous sommes tous des fabriques en Waterloo, on n'a pas raison de ne pas essayer de faire au mieux dans un système qui n'interdit pas. Et donc c'est certainement encore maintenant, pour longtemps, un endroit où on gagnera très bien sa vie. Mais c'est un endroit inutile socialement. Alors qu'au contraire, le métier d'ingénieur, le vrai métier d'ingénieur, celui qui conçoit des produits, qui les développe, qui en fait quelque chose de réel, celui-là reste absolument fondamental. L'économie française souffre terriblement de ce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent être ingénieurs, et les rares personnes qui veulent être ingénieurs qui sont dans cette pièce ne rêvent que d'une chose, c'est pas faire ce métier. Et ça c'est terrible, parce que ça se voit concrètement dans les chiffres. Ça se voit dans le fait que la compétitivité de l'économie française est un désastre. Nous avons un déficit de balance des paiements, de balance commerciale catastrophique, parce que nous n'inventons plus de produits nouveaux, parce que nous n'avons plus le maintien de la qualité, de l'innovation, de la technologie, parce que nous oublions que l'industrie est le cœur de la valeur ajoutée. Le reste, c'est l'habillage. Et il n'y a aucune raison que l'iPod n'ait pas été inventé en France. Il n'y a aucune raison, c'est rien. D'ailleurs, de cette façon, il y a un iPod français, une marque Arcos. Arcos, c'est un très bon produit, remarquable. Si ils ont été capables de faire Arcos, ils souffrent plus des problèmes de marketing, de sac à vendre, de qualité de produit. On peut faire les choses en France. Et c'est de ça qu'on nous compte d'abord à mon temps. D'accord. Donc la dernière question économique sera sur le pouvoir d'achat. Donc, en termes de pouvoir d'achat, vous êtes plutôt du côté de Nicolas Sarkozy qui a récemment proposé une prime de 1 000 € pour les salariés dont les entreprises versaient des dividendes, ou du côté de M. Trichet, qui explique, le directeur de la BCE, qui explique, je cite, augmenter les salaires serait la dernière bêtise à faire. Jean-Claude, qui est un ami, a répondu ça à mon égard. Puisque moi, j'avais proposé une augmentation générale des salaires. C'est pour ça que petit à petit, c'était moi qui l'a proposé. Donc, je maintiens qu'on se trouve dans une situation tout à fait absurde, où on cherche à tout prix à augmenter la demande. On le fait par la dette, on le fait par la création d'unités, mais on oublie que la meilleure façon d'augmenter la demande, c'est d'augmenter les salaires. D'autant plus que le problème de compétitivité de l'économie française, on voit très clairement, il n'est pas lié à un différentiel du coût du travail, il est lié à un différentiel d'innovation. On voit la question précédente. D'autant plus qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation tout à fait saine, où on discute de savoir si on va faire un prix de 500 € ou 1 000 €, alors que vous allez apprendre dans les semaines qui viennent, ou même dans les jours qui viennent, des augmentations faramineuses de salaire de grands patrons. Donc je ne fais pas de démagogie là, simple. Il y a une situation tout à fait scandaleuse et démotivante. Comment est-ce qu'elle peut accepter de gagner 4 000 ou 4 200 € par mois quand vous avez des patrons qui ne gagneraient pas plus que vous, qui gagnent 2 ou 3 millions d'euros par mois, par an. Donc c'est obscène. Mais je dirais que dans la société française aujourd'hui, il y a clairement, profondément, un sentiment d'injustice, en particulier dans les métiers de la production, ouvriers, ingénieurs, cadres de l'industrie. Je dis frappé d'un exemple. Je ne vais le citer, mais qui pourrait en être mille. Monsieur Tatembo, je crois que c'est son nom, un des 3 cadres qui a été injustement pris dans l'affaire Renault. Alors, on l'a interrogé au moment où il s'est battu comme un mondial, en expliquant qu'il n'était rien, mais monsieur, quel est votre métier? Je suis patron de la chaîne de production de la pile électrique pour la voiture électrique future de poste stratégique. Très bien. Vous avez une équipe de combien? 80 personnes, 80 ingénieurs. Très bien. Vous êtes le patron mondial de ce produit. Très bien. Combien gagne, à votre connaissance, le président de Renault? Je ne sais pas trop. Bon, très bien. Il se trouve que c'est plus que 3 millions d'euros par an. Combien gagnez-vous par an? Vous, monsieur, qui êtes patron du produit qui va décider 80 000 € par an. Moi, je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Et en plus,
c'est à lui qu'on reprochait ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire d'avoir pris l'argent en Suisse pour, honnêtement, franchement, à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord alors avec la proposition de M. Mélenchon qui serait de plafonner les salaires des grands patrons? Reprise d'ailleurs par le Parti Socialiste. C'est là où c'est à la fois nécessaire et pas possible. C'est là où ça devient. C'est pour ça que je plaide dans un pays pour une réflexion beaucoup plus vaste et beaucoup plus mondiale. Si vous plafonnez le salaire de M. X ou Y comme mon patron, il va se faire payer aux îles Caïmans ou dans une de ses filiales. Donc ça n'a malheureusement pas de sens dans une économie mondiale. Ce qu'il faut, c'est une transparence, une conception beaucoup plus globale des choses, et une vision mondiale de ce qu'est le capitalisme et ce qu'il doit être, parce qu'à l'échelle nationale, on n'y arrivera pas. Donc, pour revenir à l'échelle mondiale, donc vous avez, dans une de vos chroniques dans l'hebdomadaire L'Express, intitulé le G20 VAIN de Nicolas Sarkozy. Non, il n'y a pas de. Enfin, le G20, c'est pas Nicolas Sarkozy. Enfin, il se trouve qu'en ce moment, il en est le président, mais c'est une invention américaine. Mais ça a été aussi sous son impulsion, quand même. Oui, ça a été sous son. Vous avez raison. Je veux dire ça, vous avez raison. C'était la vengeance de. Donc, oui, vous avez rappelé qu'il était. Tout, mais là, c'est pas fini. Vous avez rappelé que ce G20 est inefficace car il ne s'attaque pas au vrai problème. Donc, cependant, cette initiative va dans le sens de votre théorie de gouvernance mondiale, que vous reprenez notamment dans votre dernier livre, qui gouvernera le monde, pardon. Ainsi, que manque-t-il au G20, hormis 180 pays, pour devenir un vrai gouvernement mondial? Eh bien, justement, c'est là où le G20 trouve l'erreur de raisonnement qu'il y avait derrière. Parce que le G20, c'est une réunion informelle qui réunit des chefs d'État ou de gouvernement pendant 2 jours. En fait, ils ne sont pas 20, ils sont 34. Pour, soi-disant, prendre des décisions. En réalité, il n'y a pas de règle de vote, il n'y a aucun procédure de vote, et il n'y a même pas de mécanisme de transmission d'une décision qui pourrait être prise par cette réunion dans des instances réelles, puisque c'est une sorte de réunion informelle qui flotte dans le néant. C'est là où il y a une erreur de substance fondamentale au départ. C'est qu'il y avait une instance qu'on a appelée longtemps le comité intérimaire du Fonds monétaire international, ou le comité monétaire et financier aujourd'hui, qui est l'instance qui émane de l'ensemble des pays membres du Fonds monétaire, 180 pays, et qui réunit 24 pays. Il aurait fallu, en réalité, au moment où on a créé le G20, confier au G24 le pouvoir qu'il a institutionnellement d'agir sur des institutions financières. Et là, on avait une institution qui aurait pu agir, qui était naturellement, légitimement ici du Fonds monétaire international, légitimement en charge de l'institution financière, légitimement en charge d'agir. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Parce que les États-Unis, même s'ils ont un pouvoir très grand au sein du Fonds monétaire, n'aiment pas une instance où on peut voter. Parce que dans une instance où on peut voter, ils peuvent être mis en minorité. Ils n'ont que 15% des voix au Fonds monétaire, avec certains mécanismes de droit de veto. Donc ils ont préféré faire la réunion juste à côté, les mêmes à côté, mais dans un groupe informel. Et c'est là où, à mon avis, la France a eu tort d'accepter de prêter la main à ça, et si vous voulez faire pression pour que cette même réunion, au point d'ailleurs qu'on a eu la dernière réunion à Washington la semaine dernière, des situations surréalistes, vous avez dans une pièce la réunion du G24 du Fonds monétaire, et dans l'autre pièce la réunion du G20. Et les deux étaient en fait les mêmes, avec le même agenda, on ne sait pas qui décidait quoi. Donc il n'y a pas de gouvernement ni national, ni européen, ni mondial qui ne soit fondé sur une règle de droit, sur un système institutionnel. Toute institution informelle a vocation à nuire à l'ordre de droit, à moins qu'elle soit l'embryo pour créer un ordre de droit. Mais là, ce n'est pas le cas, puisqu'il existait une instance possible. Pour reprendre un petit peu sur l'idée de gouvernance mondiale que Julien Madame a introduite et qui est un projet qui me tient vraiment à cœur, aujourd'hui, on voit notamment en Europe une percée impressionnante du nationalisme, avec par exemple les vrais Finlandais, le parti politique donc, qui a fait 19% en Finlande le 19 avril dernier aux législatives. On a aussi pu voir en Suisse, en Suède et même en France, où Marine Le Pen est créditée de plus de 20% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous pensez que le repli sur ces nations, le repli sur la nation prônée par ces partis ne va pas à l'encontre de la gouvernance mondiale? D'abord, je n'aime pas le mot gouvernance mondiale, c'est un mot qui n'est pas français, qui ne veut rien dire. Mais on emploie ce mot parce qu'on ne veut pas employer le mot
gouvernement du monde. Alors, je ne parle pas de gouvernement mondial, ça donne le sentiment qu'il y a quelques-uns de gens qui vont gouverner, mais je parle de gouvernement du monde. Et si on veut être un peu plus modeste, on parlerait d'un état de droit mondial. Et là où c'est très frappant, et j'ai répondu à votre question, c'est que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un état de droit mondial. C'est-à-dire qu'on soit dans le monde, on obéisse à des lois, qu'on soit en sécurité, que le droit de propriété comme la justice sociale soit respecté. Tout le monde veut un état de droit mondial. Mais personne n'admet, peu de gens admettent, que pour qu'il y ait un état de droit mondial, il faut qu'il y ait quelqu'un pour définir l'état de droit. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le faire respecter, une police, une justice, une armée, un parlement pour faire voter cet état de droit, donc tout ce qu'on appelle, que j'appelle le gouvernement du monde. On veut un état de droit, mais on ne veut pas les mécanismes pour le mettre en place. C'est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui on sent que dans bien des dimensions de la vie, quelque chose qui se passe quelque part a des conséquences mondiales. Problème climatique, conséquences mondiales, problème nucléaire, conséquences mondiales, une crise sur le financement de l'immobilier en Californie, conséquences mondiales. On voit bien que tout appelle à des réponses mondiales. Mais en même temps, il y a dans chaque pays, et même à l'intérieur de chaque pays, dans chaque entité géographique, une sorte de peur devant le néant de l'ouverture. Et donc le sentiment que si on règle les choses à l'échelle mondiale, on va perdre le pouvoir, ce ne sera pas chez soi, et qu'il vaut mieux se refermer. On a un exemple très intéressant avec ce qui se passe sur la question de l'immigration. On a Schengen, qui fait un accord européen, et évidemment Schengen ne suffit pas, parce que Schengen c'est le libre circulation, mais Schengen ne définit pas de politique globale, savoir qui on admet et qui on n'admet pas. Là on a deux solutions. Ou évidemment on se dote d'une politique européenne de migration, ou c'est ce qu'on fait, on se replie sur une politique nationale qui de toute façon ne marchera pas. Parce qu'on ne peut plus avoir politique nationale, c'est plus possible. Donc on a dans beaucoup de dimensions par refus. Le monde c'est comme une bicyclette, si vous cessez de pédaler, vous tombez. Donc quand on cesse, on a peur d'avancer, on va reculer. Et là où c'est très intéressant, c'est que ce à quoi on assiste maintenant n'est pas tout à fait nouveau. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, où on était au moment où on allait avancer vers un processus d'intégration, et où on a pris peur, et on a reculé. Je voudrais juste prendre rapidement un exemple, parce qu'il est très révélateur de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé vers 1905-1910. La période ressemble terriblement, extraordinairement à celle d'aujourd'hui. Vous avez une très forte croissance économique, très grand optimisme mondial, une libération des mœurs, d'immenses progrès techniques, pratiquement tout ce à quoi on vit aujourd'hui, téléphone, automobile, avion, sous-marin, ça a été inventé à cette époque, immense progrès technique, comme aujourd'hui on a d'immenses progrès techniques. Vous avez une très forte croissance, vous avez un développement de la démocratie, vous avez le sentiment qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y avait pas une guerre depuis longtemps, mis à part les 3 petites guerres locales, vous avez une guerre napoléonienne qui n'avait pas de grande guerre, comme maintenant, 70 ans sans guerre. Vous aviez un sentiment d'optimisme formidable. Et puis brusquement, il y a eu ces petites choses qui sont passées comme maintenant. Une crise financière, 1913, 1907, du terrorisme, à l'époque on appelait ça nihilisme, des mouvements de repli national, haine raciale, du protectionnisme, les lois Méline en France, les lois américaines et anglaises, et cette extraordinaire période de croissance s'est arrêtée. Et s'est arrêté 1914, 1918, 1929, Mussolini, Hitler, Staline, la guerre, etc. Ça s'est arrêté pour 30 ans en Europe et pour 50 ans, 60 ans en Europe de l'Est. Et en 1910, personne n'a entendu parler de Mussolini, de Staline, de Lénine, d'Hitler. 10 ans plus tard, tous ces gens-là sont au pouvoir. Et il y a déjà eu 25 millions de morts avec la Première Guerre mondiale. Donc, il ne faut pas penser que nous sommes c'est une période incroyablement proche de la nôtre. On hésite. On aurait pu éviter ça si on n'avait pas eu l'engrenage de la Première Guerre mondiale, l'engrenage du protectionnisme, du refermement des partis nationalistes. Si on n'avait pas eu cet engrenage, on évitait cette tragédie du XXe siècle. Et on partait dans une période de croissance. Nous avons exactement le même potentiel. Donc,
fantastique potentiel de croissance du progrès technique, fantastique potentiel d'ouverture, d'intégration, de voyage, d'humanité heureuse. On a les moyens de régler tous les problèmes de l'humanité aujourd'hui, mais en même temps, il y a en effet ce repli sur soi, qui n'est pas que européen, il est américain, il est chinois, il est japonais, il est partout. C'est le vertige de l'autre. Et donc, il faut vraiment avoir conscience que c'est une bataille qui commence maintenant, la bataille du maintien de l'ouverture, de considérer l'autre comme un allié et non pas comme un adversaire. Et c'est votre génération qui va gagner cette bataille, ou payer le prix pendant. Parce que ma génération, nous avons vécu une période formidablement heureuse, libre et ouverte. Mais pensez à la génération qui a eu 20 ans en 1914. Vous voyez ce qu'elle a vécu, la génération qui a eu 20 ans en 1914, jusqu'à ce qu'elle soit sortie du monde du travail en 1950. Vous imaginez ce qu'elle a vécu? Si tant est qu'elle a jamais vécu. Vous parliez de guerre. Vous avez récemment exprimé vos doutes quant à l'intervention en Libye. Vous avez en effet prôné davantage de discussion au niveau des États qui interviennent. Et vous avez d'ailleurs dit qu'une fois que le dentifrice est sorti du tube, il est impossible de le faire re-rentrer pour, bien sûr, l'image des conséquences d'une guerre. Cependant, ne pensez-vous pas que l'urgence créée par les massacres commandités par Kadhafi ne justifiait pas cette précipitation? Oui, vous avez un petit peu résumé rapidement ce que j'ai écrit. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que ce que j'ai dit, c'est que lorsqu'on fait une guerre, il faut savoir à l'avance où ça peut nous entraîner. Moi, je pense que nous sommes arrivés à une période, un moment où l'humanité, les démocraties doivent se doter d'une police mondiale des démocraties. Elle existait, on n'a pas besoin d'inventer, ça s'appelle l'OTAN. L'OTAN, qui porte un nom qui n'a plus la moindre sens, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, face à l'Union soviétique qui lui souffle ça. Par contre, on commence à l'utiliser comme une police des démocraties. On l'a vu en Afghanistan, et ça s'est déclenché tout naturellement en Côte d'Ivoire, ça s'est déclenché en Libye. C'est normal, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, je dis qu'il faut peser toutes les conséquences. Les conséquences sont au moins triples. Premièrement, quand vous faites une guerre, il faut aller jusqu'au bout. Donc, y compris avec les forces terrestres. Parce que si vous contentez de forces aériennes, vous allez nulle part. Deuxièmement, il faut savoir si on le fait et si on arme les gens qui le font, comment on contrôle le fait que ces armes ne sont pas utilisées ailleurs. C'est là l'image du dentifrice, c'est qu'il ne faut pas que ces armes partent dans des mouvements terroristes qui viendraient juste faire la guerre pour s'armer. Et troisièmement, si on fait ce genre de guerre, il faut les faire partout. Alors, en effet, les images de Benghazi mitraillées étaient insupportables et il fallait que la police des démocraties y aille. Mais expliquez-moi ce qui est plus tragique. Benghazi ou Damas? Pourquoi est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui avec Benghazi et les villes autour en Libye, on ne le fait pas en Syrie? Pourquoi? Quelle est la raison? Donc je dis, à partir du moment où on considère qu'on est prêt à se battre, et c'est très bien ainsi, qu'on a mis le devoir d'ingérence, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, comme on l'a fait en Libye, il faut être prêt à le faire partout. Et ça, alors, c'est une autre question. Est-ce qu'on a les armes? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que nous ne sommes pas, nous, en faillite? Est-ce qu'on a les moyens de payer ce genre de guerre? Donc il faut peser toutes les conséquences de ce qu'on fait. Et je pense qu'on s'est lancé dans cette aventure libyenne sans peser toutes les conséquences. Ça ne veut pas dire que je pensais qu'il ne fallait pas faire cette guerre, il faut la faire. Mais je pense qu'il faut dire clairement, l'humanité se dote, les démocraties se dotent d'un budget, une armée, et cette armée mène toutes les guerres jusqu'au bout. D'accord. J'imagine que vous êtes au courant de la mort d'Oussama Ben Laden. Pouvez-vous confier votre première réaction à Yarzeka? Ma première réaction est à la fois, disons, soulagée et choquée. Je suis soulagé de cette fin, mais je suis choqué. Je suis choqué parce que je trouve que c'est une faute diplomatique que d'avoir annoncé cette victoire dans le combat de façon aussi spectaculaire. Je suis choqué parce qu'il n'est pas mort au combat, il est mort dans son lit ou quelque chose comme ça.
Et moi, je suis de ceux qui poussent leur hostilité à la peine de mort jusqu'à dire que je n'aurais pas souhaité la peine de mort pour Hitler. J'aurais souhaité qu'Hitler soit condamné à la prison à vie et assiste tout au long de sa vie au développement de l'Europe qu'il avait tenté de détruire. Je suis contre la peine de mort, y compris dans ces conditions. Indépendamment de ce choix philosophique, où j'aurais été très heureux d'avoir M. Ben Laden à Guantanamo à la place des 172 innocents qu'on a encore enfermés de façon tout à fait farfelue. Je trouve qu'il y a une erreur tactique d'image du président des États-Unis qui vient se montrer de ça à la télévision, une erreur qui est renouvelée par l'image épouvantable qui est donnée par la façon dont on annonce l'usage qu'on a fait de son corps, qui me paraît incroyablement maladroit pour tout le monde. D'accord, merci. Nous allons maintenant passer à la politique intérieure, avec comme ligne directrice l'échéance de 2012. Première question, très simple. Vous qui avez fait de très nombreuses prévisions qui se sont révélées exactes, qui voyez-vous élu en 2012 ? À l'heure où nous parlons, je pense que c'est Nicolas Sarkozy qui sera réélu. Je n'ai pas dit que je le souhaite. D'accord. Je vais demander mon pronostic. Je pense que c'est Nicolas Sarkozy parce que d'abord, pour entrer le président de la République, il faut vraiment le vouloir. Vraiment le vouloir. Et si vous faites un peu le tour des candidats, le seul qui veut vraiment, c'est lui. Alors nous parlons. Deuxièmement, je pense que la gauche, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas majoritaire idéologiquement dans ce pays aujourd'hui. Les Français, on voit bien les débats publics, ils sont sur la sécurité, ils sont sur le refus d'impôts, ils sont sur l'assistanat, ils sont tout. L'idéologie dominante en France n'est pas de gauche. Je crois que c'est aussi lui parce que les socialistes n'ont pas choisi de candidat, ça me paraît une erreur énorme. Il faut un candidat tout de suite. Ils ont un programme qui n'est pas particulièrement sexy, 300 000 emplois jeunes, pas dire que ce soit vraiment spécialement attirant. Qu'il soit clair, qu'on soit clair. Sauf hypothèse que je n'imagine pas, je voterai pour le candidat socialiste. Je ferai campagne pour lui. Donc ce que je viens de dire ne préjuge pas du reste. Mais je crois que dans l'état actuel des choses, le président sortant sera réélu. Le candidat socialiste, quel qu'il soit. Oui, à peu près quel qu'il soit, mais j'attends encore de voir qui ce sera et j'attends de voir quel programme il aura prévu. Vous n'avez pas une préférence pour les primaires? J'en ai une, mais je ne la confierai pas. Avant qu'on coupe la caméra, sinon. Donc vous avez été professeur à l'école polytechnique, vous l'avez rappelé, assez tard, donc vous aviez 23 ans. Est-ce que vous pouvez donner une note? J'aurais été arrivé plus tôt. Est-ce que vous pouvez vous donner une note sur 20 donc à la politique conduite depuis 2007 par Nicolas Sarkozy? Oui, d'accord. Sur 20, hein? D'accord. Est-ce que vous pensez que Ségolène Royal, que vous avez soutenu, aurait-elle une meilleure note? Je dirais 8 en politique intérieure et je dirais 14 en politique étrangère. Ah d'accord. Ça remonte. C'est quand même très différent. Oui, est-ce que Ségolène Royal aurait eu une meilleure note, vous pensez? On ne peut pas faire ce genre de calcul. Ça dépend de la majorité qu'elle aurait eue. Avec une majorité de gauche. La pirouette aurait été de dire qu'elle aurait eu les mêmes notes dans un sens inverse. D'accord. Entre la politique intérieure et la politique étrangère, on ne peut pas en savoir. Je ne peux pas répondre à cette question. Très bien, d'accord. Donc nous allons passer à notre dernière séquence. Donc ça va être en fait, on va projeter donc à l'écran des photos de personnalités que vous avez côtoyées. Et vous allez devoir donner seulement 2 adjectifs qualificatifs à propos de ces personnalités. Je vais vous les dire en même temps. Ils sont tous français? Ils sont tous français? Non. Non. Parce que vraiment, vos questions sont franco-françaises. Sur la fin, c'est un peu franco-français. C'est d'ailleurs la partie politique intérieure. Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas trop. C'est vrai. Donc, le premier, c'est François Mitterrand. Donc, avec qui vous avez travaillé de nombreuses années. Qu'est-ce que vous dites? 2 adjectifs seulement pour le qualifier. Un géant de l'esprit
et un ami. D'accord. Donc Nicolas Sarkozy. Un ami et un... J'ai rien dit. On a compris. Donc Barack Obama. Non, j'ai un esprit que je regrette de ne pas avoir comme ami. D'accord. Dominique Strauss-Kahn. Alors je vais sortir de ces mêmes métaphores, on va rester ça. Un très grand pédagogue et dont il reste à voir ce qu'il donnera comme chef d'État. D'accord. Vous contredisez votre pronostic. Donc il reste à voir ce qu'il donnera comme chef d'État. Il peut être élu, il n'a pas dit qu'il ne le serait pas. D'accord. Ségolène Royal. La volonté incarnée, l'intégrité, la volonté et l'intégrité. Voilà, deux caractéristiques. Et enfin, donc les deux extrêmes, donc Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous m'avez dit qu'il y avait des noms français, je ne vois pas les entendu. Barack Obama. Ah oui, ça. Malheureusement, il n'est pas Un français. seul. Non, je trouve que ce sont. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de très respectable, très sérieux, qui étudie ses dossiers et dont je respecte le point de vue. Marine Le Pen incarne tout ce qui conduit à la France au suicide. C'est certainement une femme politique beaucoup plus dangereuse que son père, dont elle incarne les mêmes valeurs, les mêmes horreurs de dynamique éthique, qu'il donc faut combattre par tous les moyens. Jean-Luc Mélenchon, lui, est quelqu'un qui incarne des valeurs qui sont pas tout à fait les miennes, mais qui sont respectables. D'accord. Merci pour toutes vos réponses. Nous allons maintenant passer donc, aux questions de l'Assemblée. Merci de vous présenter avant chaque question et d'être assez bref. Merci. Donc si vous avez une question, levez la main et quelqu'un vous donnera le micro. De la salle. Bonjour, je m'appelle Dan Aloua, je suis étudiant ici avec la Télécom Maritech. Ma question c'est, vous avez prôné récemment l'interdiction pure et simple du tabac, en utilisant l'argument qu'il s'agit d'une épidémie, au même titre que par exemple le sida et le paludisme. Pensez-vous, dans le tollé que vos propos ont, la contestation que vos propos ont engendré, on va qualifier de contre les libertés ou contre les libertés, et aussi du fait que le tabac est une manne financière pour l'État, pensez-vous que cette proposition est réalisable? D'abord parce que, oui, bien sûr, je continue à penser que cette proposition a du sens. Ce n'est pas par rapport au sida que j'ai réfléchi sur le tabac. C'est en regardant les chiffres concernant les conséquences du tabac. Premièrement, on fait beaucoup de scandales, à juste titre, pour un médicament qui s'appelle le Mediator, qu'on a interdit et qui est considéré comme épouvantable, à juste titre. Quand on regarde les chiffres, il a fait au moins 500 morts et au pire 2000 morts. Quand on regarde le tabac, il a fait mondialement, au XXe siècle, 100 millions de morts. Et l'OMS dit que si ça continue comme ça, il va faire 1 milliard de morts au XXIe siècle. Les chiffres sont sans commune mesure. Deuxièmement, le tabac, en particulier en France, est une cause certaine de mortalité. Et il est en France en train d'augmenter massivement chez les jeunes, en particulier les jeunes femmes, avec des conséquences absolument certaines sur différentes formes de cancer. Donc, le tabac est un poison. Alors, question, faut-il laisser vendre un poison? Moi, je pense que la fonction de l'État n'est pas de vendre un poison, c'est encore moins de gagner de l'argent en vendant un poison, puisque vous êtes dans ce cas-là, non seulement en situation de non-assistance à personne en danger, mais de complicité, puisque vous gagnez de l'argent sur les gens. Donc je pense que l'État ne doit surtout pas gagner de l'argent avec le tabac, parce qu'il est en situation de complicité, et doit l'interdire. Alors maintenant, revenons sur l'argument de la liberté. S'il ne fallait pas agir contre les libertés, moi je propose qu'on institue la liberté de voler, la liberté de tuer,
qui sont des libertés après tout. Donc il est évident qu'une société civilisée est une société qui limite les libertés. Le seul argument fort contre l'interdiction du tabac, à mon sens, c'est l'argument du marché noir. C'est de dire le tabac en lui-même, de toute façon, vous n'arriverez pas à l'interdire, les gens vont de toute façon le consommer, et si vous l'interdisez, vous allez remplacer le muraliste par le dealer. Comme on le voit pour d'autres formes de drogue, comme le cannabis. Non, je veux dire, le cannabis, oui, c'est ça, et les autres drogues. L'autre argument qui me paraît. Celui-là est un argument fort. Mais je pense malgré tout que si on institue, comme c'est le cas dans certains pays qui commencent à y venir, les Anglais, les Finlandais, les Australiens, un processus long d'apprentissage, d'éducation, dans lequel on commence à apprendre dans les écoles que le tabac tue, qu'il faut progressivement en sortir, je pense qu'on va arriver à se désaccoutumer de cette drogue. Et enfin, le dernier argument qui me paraît absurde, c'est de dire pourquoi interdire le tabac et pas l'alcool. Tout simplement parce que l'alcool, le tabac tue à la fois la cigarette, l'alcool ne tue pas au premier rêve. On peut boire un peu de vin sans que ce soit mortel, tandis que le tabac est mauvais dès la cigarette. Aucun effet bénéfique de quelque sorte. Donc je pense que c'est typiquement un élément de définition même de la fonction de la société, la fonction tutélaire de la société, qui est de vous interdire de vous faire du mal à vous. Merci. Autre question? En haut là-bas. Bonsoir, je m'appelle Cédric Béflot, je suis en stage de fin d'études, ingénieur. Et en fait, j'ai deux questions. La première, toute simple, quels sont les grands enjeux scientifiques de demain? À votre avis, quels sont les futurs pôles scientifiques du monde de demain, en termes de recherche et de développement? Et ma deuxième question est beaucoup plus politique au sujet des conflits. Vous avez dit, pourquoi est-ce que les grandes nations aujourd'hui devraient s'octroyer le droit d'ingérence? Enfin, les grandes nations démocratiques devraient s'octroyer le droit d'ingérence. Merci. Je réponds à la deuxième question d'abord. Pourquoi devrait-elle s'octroyer le droit d'ingérence? Je pense que c'est tout simplement parce que, et ça va nous permettre de servir de soubassement à la première, tout simplement parce qu'il y a une aspiration de l'humanité à la liberté individuelle. Que cette aspiration est absolument irrépressible et que lorsqu'il y a ingérence des démocraties, elles ne le font pas au nom, en principe, de leur intérêt propre, mais au nom de ceux qui, dans les peuples soumis à des dictatures, ne peuvent pas exprimer leur désir de liberté individuelle. Donc, ce n'est pas un droit d'ingérence, ce n'est même pas un devoir d'ingérence, c'est un devoir d'exprimer ou d'aider ceux qui, en dessous, dans les sociétés opprimées, ne peuvent pas le faire. Donc, c'est une sorte de devoir de solidarité à l'égard des humbles qui nous parlent des moyens de renverser tout seul les dictatures qui se posent. C'est très, très complexe, mais ça prend le parti de l'humanité a besoin de moi, je dois faire disparaître ce qui nuit à ce que les autres aient les mêmes droits que moi. Et ça, je crois que c'est, en termes de valeur morale, incontestable. Sur la première question, elle renvoie aussi à la même définition. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un progrès technique? Un progrès technique, c'est toujours quelque chose qui nous permet de faire la même chose avec moins d'efforts, pour être plus libre, pour gagner du temps. C'est ça. Si vous prenez l'histoire humaine, depuis le premier progrès technique qui est le levier il y a 12 000 ans, 15 000 ans, c'est faire la même chose avec moins d'efforts. Et donc, tous les progrès techniques vont s'inscrire dans cette volonté, cette recherche du moindre effort, de façon à dégager du temps pour faire autre chose. Et donc, on voit apparaître devant nous un nombre considérable de champs du progrès technique. Vous avez la chance, à l'âge que vous avez pour la plupart d'entre vous, d'avoir devant vous, non pas une vague de progrès technique, mais au moins 4, qui vont être des enjeux extraordinaires de progrès scientifique, extraordinaires de progrès technique, extraordinaires de changement de mode de vie, mais aussi poser des problèmes philosophiques fabuleux, sur lesquels je terminerai. Les 4, c'est technologie d'information, dans lesquelles vous êtes, qui sont le fait que la loi de Moore est loin d'avoir fini de fonctionner, et donc vous voyez apparaître le cloud computing,
computing, mais aussi de parallel processing, le 3D, le RFID, le web sémantique qui vont délivrer une extraordinaire mutation qui va renverser radicalement beaucoup de choses. Donc il y a un champ énorme des technologies d'information. Derrière, une deuxième vague qui a commencé, c'est la génomique. Dans la génomique commence à jouer la loi de Moore. Et comme la loi de Moore, quand elle a commencé, on ne la voyait pas. Mais là, elle commence, c'est-à-dire que le coût du séquençage du génome humain s'effondre. C'est plus, je ne sais pas plus en millions de dollars, ni même en milliers de dollars. Aujourd'hui, ça chiffre en quelques centaines de dollars, et bientôt en fractions de dollars. Et là, alors, c'est l'accélération extraordinaire de l'innovation par pure corrélation, même pas causalité entre la carte du génome et la connaissance des propriétés des maladies, de l'historique de chacun des individus. Là, on a sur l'élevage, sur l'agriculture et sur la médecine, par la génomique, un champ immense. Troisième vague de progrès technique qui est juste après, mais qui en même temps, c'est les nanotechnologies. Immense champ de développement, qui sont les robots, les matériaux nouveaux, l'intégration médicale, enfin, les choses énormes qui sont devant. Et puis le quatrième, qui vient quand même un peu après, c'est les neurosciences, parce que ça correspond à la fois au fait que comme on est plus âgé, les maladies apparaissent plus tard et sont liées à la science, c'est-à-dire l'interaction homme-machine, le fait qu'on a envie de contrôler les machines par le cerveau avec le moindre effort. Et derrière, il y aura d'autres vagues de progrès techniques dont je pourrais parler longuement, mais qui renvoient toutes à une seule idée, même idée, être plus libre. Et d'abord avoir une liberté particulière qui est vivre plus longtemps. Et tout tourne autour de l'allongement de l'espérance de vie, avec aussi la grande question philosophique qui est, au fond, est-ce qu'en essayant de vivre plus longtemps, on n'est pas en train de faire que l'homme devienne un artefact? Est-ce qu'au fond, la machine naît... Pourquoi est-ce que l'homme est mortel? Parce qu'il naît. S'il ne naît plus, il ne meurt plus. Il s'use, mais il ne meurt plus. Et donc il y a une immense tendance progressive à transformer l'individu en un artefact, puisque c'est la seule façon de le rendre immortel. On va avoir d'autres discussions très intéressantes de philosophie qui ne sont pas l'objet de notre discussion ce soir. Une autre question peut-être? Alors, Nasri Komar, étudiant en télécom Paris-Tech. Excusez-moi, je ne suis pas terminé de répondre sur les lieux importants d'innovation que vous m'avez donné. C'est intéressant de regarder la carte mondiale. Les lieux importants sont les lieux qui sont capables de cumuler centres de recherche, entreprises et financement d'entreprises. Et là, c'est clairement peu d'endroits au monde. Je vous invite à regarder la carte des pays, des régions qui déposent le plus de brevets. Le numéro 1 mondial, c'est la région de Tokyo. Le numéro, encore aujourd'hui, le numéro 2, c'est la région de Californie, autour de Los Angeles. Vous avez ensuite les Coréens. Dans les 50 premières, il y a 2 Français qui sont la région d'Île-de-France à cause de Paris-Tech et tout ce qui va avec, et la région de Grenoble à cause de Minatech, qui est vraiment un exemple exceptionnel, parce que quand on veut, on peut. Je vous invite à regarder Minatech. J'espère que beaucoup d'entre vous iront travailler à Minatech et développeront cet endroit incroyable qui a réussi avec très peu de moyens à devenir numéro 2 ou presque 1 mondial en matière de nanotechnologie. Parce que là, il y a vraiment un exemple de ce que, avec très peu de moyens, quelques hommes et femmes, d'ailleurs dans ce cas-là, on peut réussir des choses exceptionnelles. Et de ce point de vue, alors, la France est particulièrement bien placée et notre potentiel reste très grand. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des salaires des grands patrons en les comparant à ceux des ingénieurs. Et en fait, je voulais avoir votre avis sur un modèle économique qui consisterait à faire payer les salariés d'une entreprise en fonction, en termes de pourcentage sur le capital ou sur le bénéfice qu'effectue cette entreprise à l'année. Et ainsi, de l'ouvrier jusqu'au PDG, président directeur général, attribuer à chacun un pourcentage et essayer d'équilibrer la rémunération. Mais ça existe, hein. C'est le système des mutuelles ou le système des coopératives. Moi, je crois beaucoup au système. Et les coopératives qui ont été créées au XVIIIe siècle
continue à se développer un peu, mais renvoie exactement à ce modèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire, le capital est soit emprunté, soit apporté avec une rentabilité fixe, et l'ensemble des profits est partagé entre tous ceux qui participent à l'entreprise. C'est un modèle qui a du sens. La grande difficulté, c'est que pour ces entreprises, il faut attirer les capitaux pour grandir, et c'est très difficile d'attirer les capitaux extérieurs dans une entreprise dans laquelle l'essentiel de la plus-value va rester à l'intérieur de l'entreprise, à ceux qui travaillent, il ne va pas être rendu aux actionnaires extérieurs. C'est la grande difficulté du modèle. Mais dans des boîtes d'ingénieurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de capitaux, je pense en particulier les boîtes de conseil ou les boîtes d'ingénierie, cette coopérative est un très bon modèle. Bonsoir, Amin Kharoub des Ponts, Paris Tech. Je vais revenir sur le volet de littérature que vous avez parlé. Je suis un grand fan des livres historiques que vous avez écrits. Alors je voulais savoir un peu comment ça se passait, parce que vous avez un agenda assez passionnant. À quel moment de votre vie vous vous consacrez à l'écriture et comment ça se passe? J'écris des essais, des biographies, des romans, des pièces de théâtre. J'ai écrit 54 livres. Pour ça, tout à l'heure, vous m'avez un peu gêné, vous avez parlé du dernier, j'espère que ce n'est pas le dernier. J'écris tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. 3 heures par jour, 3 à 4 heures par jour, pas plus, 3 à 4 heures par jour. J'ai plusieurs manuscrits en chantier, en fait j'en ai en général une quinzaine en chantier en même temps. Et puis à un moment, je me décide. Là, à l'heure où nous parlons, je suis en train de travailler sur un roman qui est celui que j'ai mis en avant. C'est une énergie intérieure, ça se passe comme ça. Voilà. Quand il y a une question que je me pose, je le fais vérifier. Et je n'ai pas le temps de faire plus, mais j'écris tout moi-même. J'ai 3 jeunes gens qui vérifient que je fais pas d'erreur historique. Ils sont d'ailleurs toujours cités à la fin du livre. Bonjour, Lino Kobzaï, la Télécom Paris Tech. On a beaucoup parlé de la mondialisation. Aussi, quand on parle de mondialisation, on peut aussi parler au niveau des élèves ingénieurs, où chaque centre université essaie d'attirer les meilleurs élèves étrangers. C'est le sens de Paris Tech. Le président de la conférence de mon école a même dit qu'il comptait attirer 3 fois plus d'élèves étrangers. Est-ce que vous pensez que la politique intérieure et nationaliste, comme on en parlait tout à l'heure, peut jouer sur la désirabilité d'un pays et dicter certains élèves de venir étudier quelque part? Mais vous avez mille fois raison, et je l'ai dit à plusieurs reprises, quand j'ai entendu, j'ai dit publiquement, quand j'ai entendu le ministre de l'Intérieur français dire les Français se sentent moins bien chez eux en raison de la présence d'étrangers, je me disais, mais si je suis un étudiant étranger, je ne vais pas en France avec tout ça. Il faut au contraire considérer que, savoir ce que vous avez dit, nous sommes dans une bataille des talents, il faut attirer les talents. J'ai souvent dit au grand pays de Choquet qu'un pays c'est un hôtel qui doit attirer les clients et en particulier ceux qui viennent y étudier. La France, malgré son incroyable incurie en la matière, on ne sait pas recevoir les étudiants, on n'a pas de logement pour les étudiants étrangers, on a un système de bourse très compliqué, ils n'ont pas une file à part pour faire avec eux pour avoir leur papier. Malgré ça, nous sommes le premier pays d'accueil d'étudiants étrangers, après la Grande-Bretagne et les États-Unis, le premier pays non anglophone au monde, ce qui est quand même la preuve que beaucoup de gens, même si c'est très difficile, veulent venir en France. Donc je crois que attirer les étudiants étrangers, c'est évidemment fondamental, mais vous ne les attirez pas seulement par la qualité des études, vous les attirez aussi par la qualité de la vie, vous les attirez par les Grenoble, une ville qui n'est pas spécialement jolie, mais pas loin de la mer, pas loin de la montagne. Il y a 6 orchestres symphoniques, il y a une vie, quoi. Bon. Et ça, c'est ça qui est très important. Je crois que cette bataille d'attirer des talents va être très importante. J'ai présidé il y a quelques années une commission de réforme qui aboutit à ce qu'on a appelé le LMD, c'est-à-dire l'uniformisation des diplômes en Europe, qui maintenant est généralisée à l'Europe. Ça, c'est un outil formidable de circulation des talents. Et je crois que Paris Tech représente quelque chose de très important parce que
c'est ça qui va permettre à la France de disposer de ce réservoir. Moi, j'ai une seule réserve, parce que je n'ai pas la parité. Aujourd'hui, j'ai qu'une réserve. Je vous le signale, parce que je crois que c'est peut-être important pour certains d'entre vous d'y penser, c'est que quand on regarde l'histoire du monde, des derniers siècles, les grandes capitales mondiales ont toujours été un port. Or, Paris n'est pas un port. Et Paris n'a jamais été une capitale mondiale à cause de ça. Et ParisTech, à mon avis, n'a de sens que si ParisTech s'intègre dans un axe qui amènera jusqu'à Havre. Il faut penser la vallée de la Seine et penser le développement de ParisTech vers la mer. Et il faut d'ailleurs penser la mer comme un lieu très important de développement des technologies. La France a le deuxième domaine maritime de la planète. Nous sommes un petit pays en apparence, mais en raison de notre structure géographique, nous avons le deuxième domaine maritime du monde. Et nous ne l'exploitons pas. Donc je pense que ParisTech doit penser à sa relation avec Rouen, avec Le Havre, et avec les métiers de la mer, parce que c'est un potentiel d'avenir qui n'est pas du tout anecdotique, mais qui compterait dans l'avenir avec absolument fondamental. Bonsoir, M. Attali, Nejdi Mourad, élève en 3e année à Télécom ParisTech. Vous avez parlé tout à l'heure en fait de gouvernement du monde, plus exactement en fait d'état du droit mondial. Ne croyez-vous pas en fait que cette thèse n'est compatible qu'avec des démocraties qui adhèrent? En fait, je fais ainsi référence aux expériences panarabes qui ont échoué au cours du XXe siècle et qui ont été menées par des États qui étaient non seulement non démocratiques, mais aussi où l'État de droit était absent. Merci. Oui, la réponse est oui, et vous, et certainement oui. À terme, le bon modèle, c'est l'Union européenne, qui est constituée progressivement par des démocraties qui ont rassemblé leurs talents. Mais je pense qu'il va y avoir progressivement deux niveaux. Il y aura un niveau de rassemblement des démocraties mondiales, qui aujourd'hui sont assez nombreuses et qui sont rassemblées. On les trouve dans l'OCDE, on les trouve dans l'OSCE, on les trouve dans l'OTAN, on les trouve dans différentes institutions qui les rassemblent. Un peu trop sous la domination d'une seule, les États-Unis, mais c'est comme ça, c'est le plus grand d'entre elles, le plus puissant. Et puis un autre système mondial qui regroupe, elle, plus les non-démocraties, et là on est dans une situation d'incertitude quand les démocraties veulent se mêler de ce qui se passe à l'intérieur des non-démocraties. Quand c'est la Libye, c'est pas tragique, parce que c'est pas un acteur majeur, mais supposons que ce qui se passe en Libye ait lieu dans, mettons, un très grand pays non démocratique, soit très grand par la taille de sa population, soit très grand par son influence, par les réserves de pétrole qu'il contrôle. Alors là, on aura évidemment quelques moments de vérité. On l'a vu déjà, Tiananmen, c'était un cas. Et on voit Bahreïn, on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures dans la façon dont on traite les sujets. Mais je pense en effet que ça commencera par la démocratie. C'est Solgini, ancien chercheur ici à l'école. Vous avez écrit un livre sur Marx. Vous avez dit tout à l'heure que la crise était très 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 grave. On ne voit pas le bout, on ne voit pas la sortie. On sait que Marx a beaucoup écrit sur les crises du capitalisme. Quelle est, d'après vous, l'actualité de Marx aujourd'hui? J'ai écrit une biographie de Marx, parce que j'aime beaucoup écrire des biographies, donc j'ai écrit 4 grosses biographies, puis 24 petites biographies, et j'ai consacré un grand livre de 600 pages à la vie et à l'œuvre de Marx. À la fois parce que c'est une vie absolument fascinante, et parce que c'est une œuvre fantastique. Alors pour répondre à votre question, on s'est beaucoup caricaturé la pensée Marx. Souvent d'ailleurs, les gens restent dans l'histoire pour tout à fait autre chose que ce qu'ils ont dit. Mais quand on regarde ce que disait Marx lui-même, Marx ne croyait pas au socialisme dans un seul pays. Il était très contre le socialisme qui commençait à pointer dans certains mouvements révolutionnaires, en particulier en Russie. Il pensait que le capitalisme devait aller à son terme et que le socialisme viendrait après. Autrement dit, il ne voyait pas le socialisme comme à la place du capitalisme, mais après le capitalisme. Et pour lui, le socialisme, ce n'est pas l'État prenant le pouvoir, c'était la fin de l'argent, c'était la règle de la gratuité. Et de ce point de vue, la pensée de Marx est incroyablement actuelle. Il avait vu venir la mondialisation, il est pour, il avait vu venir le capitalisme mondial, il était pour, mais
articuler les livres de classe à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, la seule institution qu'il a créée, c'est un syndicat mondial. Enfin, l'Alliance internationale des travailleurs, ils étaient 9 membres, c'était pas vraiment réussi, mais c'était une internationale ouvrière. Et dans sa logique, le capitalisme étant mondial, il faut créer, ça renvoie à la question tout à l'heure sur les salaires, il faut créer un contrepoids dans un rapport de force de lutte de classe avec un syndicalisme mondial. Ce qu'il n'a pas vu, parce qu'à son époque c'était très difficile à voir, c'est qu'en même temps que le capitalisme se développe et se mondialise, s'installe un individualisme. Que le capitalisme, dans la mesure où il est porté par l'idéologie de la liberté individuelle, casse les mécanismes de solidarité face au rapport de force. Et donc, Marx est une actualité extrême, y compris dans sa préconisation d'un syndicat mondial. Il existe d'ailleurs des syndicats mondiaux aujourd'hui, il y a même des premiers accords entre entreprises multinationales et syndicats mondiaux, accord qui a été fait récemment sur les problèmes de l'énergie, mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un rapport de force équilibré aujourd'hui. C'est incroyable le monde déséquilibré. Mais ce que Marx a vu est d'une extraordinaire actualité. Bonsoir, M. Attali. Je dois vous laisser dans 5 minutes, donc nous aurons les 2 dernières questions. Ça me va. Je suis Stéphane Lévy, donc je dirige l'entreprise Datavance qui sponsorise la conférence de ce soir. Sponsoriser, ça veut dire quoi? Alors, sponsoriser, ça veut dire que je viens de donc c'est grâce à Stéphane Lévy qu'on a pu financer le cocktail qui attend les invités ici, et notamment les affiches. C'est ça, vraiment sponsoriser. Non, mais ce que j'aime pas dire, souvent il y a des galas organisés au bénéfice des organisateurs de galas, alors je me méfie. C'est pas le cas ici. Ok. Le président Sarkozy vous a missionné d'une mission très intéressante, une mission de réflexion au début de son mandat, qui était de rédiger finalement une grande boîte à idées. C'est une mission à laquelle on a tous aimé participer, mais c'est en général des missions qu'on donne aux meilleurs. Si aujourd'hui vous allez faire un bilan de toutes les idées que vous aviez soumises au gouvernement, donc quelles sont les meilleures qui ont été retenues et quelles sont celles que vous regrettez de ne pas voir le jour? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu 2 rapports. Il y a eu un premier rapport dont la moitié à peu près a été retenue, et dont je suis très content qu'elles ont été retenues, même si les gens ne voient pas trop que ça vient de ce rapport, comme les pôles de compétitivité, le regroupement universitaire, le nouvelle gouvernance d'université, les agences régionales de santé, la loi sur la modernisation de l'économie, une nouvelle loi sur le travail, tout ça vient de cela, sur la recherche de grand emprunt, un très grand nombre de choses. Ce qui n'a pas été appliqué et qui, à mon avis, manque terriblement, c'est, je dirais, la partie gauche du rapport, c'est-à-dire la flexisécurité, la gestion du chômage, l'amélioration du statut des chômeurs. Ce qui n'a pas été appliqué, c'est la réforme des collectivités territoriales. Nous avions proposé la suppression du département et le regroupement des collectivités territoriales. Ce qui n'a pas été appliqué, c'est la réforme de l'État dans son ensemble. C'est la réforme de l'école primaire, qui paraît absolument déterminante. Et ce qui a été appliqué à l'envers, c'est-à-dire non pas n'a pas été appliqué, mais sur le cas exactement l'inverse de ce que nous avions proposé, c'est que nous avions proposé très accueillant pour les étrangers. Nous avions proposé également la gratuité de l'accès à la musique sur Internet et de faire payer les fournisseurs d'accès. Dans une proposition extrêmement hostile à ce qui est devenu ensuite à l'UPI. Voilà, en gros. Et aujourd'hui, dans le deuxième rapport, nous avons mis l'accent sur la loi de la réduction de la dette publique, qui me paraît absolument cruciale, l'école primaire, les technologies d'avenir et le développement de la recherche, et la gestion de ce qu'on appelle la sécurité professionnelle, la flexi-sécurité, la formation des chômeurs. Donc la dernière question. Bonjour, je suis Nicolas Fabuliste, je rentre. Il n'y a que les hommes qui posent une question. Alors la question c'est votre livre Verbatim. Vous passez beaucoup de temps à évaluer le franc. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la politique monétaire européenne qui semble un peu figée, visible mais figée et pas vraiment discutée?
dans Verbatim qui raconte jour par jour ce que nous avons fait, ceux qui ont jeté les mois dans l'action publique, c'est un des sujets, mais il y en a tellement d'autres que ce serait injuste de dire qu'on passait notre temps à faire ça, parce qu'on a évalué le fonds 3 fois en 10 ans, et tout au début. Et essentiellement d'ailleurs parce qu'au début, le président précédent avait refusé de le faire et nous a laissé cette responsabilité. Je dirais, c'est le moment très pénible quand on a à faire ça, parce que c'est le moment où il faut constater un échec. Mais on l'a fait, et c'est très bien fait, ensuite la France s'en est très bien portée. Aujourd'hui, la situation est très différente. On a fait l'euro, et je suis très heureux de l'euro, je suis pour, mais l'euro n'avait de sens, il n'a de sens que si en même temps il y a une politique européenne qui se met en place et qui crée un vrai pouvoir politique européen. Aujourd'hui, on n'a pas ça, et on est dans une situation où l'euro masque la faiblesse française. En mars 83, troisième dévaluation, nous sommes dans une situation épouvantable. On a un déficit extérieur énorme de 1% du PIB. Gigantesque. Et on a une attaque contre le franc, on est obligé d'évaluer en catastrophe. Aujourd'hui, personne ne sait que le déficit public français n'est pas de 1% du PIB. Le déficit extérieur français, il est de 6% du PIB. C'est-à-dire que nos exportations rapportent 6 points de moins que nous coûtent nos importations au pourcentage du PIB. Ce n'est pas un pourcentage d'exportation ou d'importation, c'est un pourcentage du PIB. C'est gigantesque. Nous n'exportons pas assez, nous importons trop. Et pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'à cause de l'euro, il n'y a pas d'attaque contre le franc, parce que globalement, la zone euro est excédentaire. À cause de l'Allemagne, à cause des autres qui sont excédentaires. Donc, nous n'avons pas d'évaluation à cause de ça, mais malgré tout, nous n'avons pas l'effet de motivation que représentait ce risque. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir là-dessus, mais il faut qu'on prenne conscience que l'euro nous couvre, mais que l'euro n'est pas en lui-même suffisant. À terme, si ça continue comme ça, il ne tiendra pas. Si on regarde l'histoire longue, qui est la seule chose qui nous renseigne un peu sur l'avenir, on n'a jamais eu une monnaie durable sans un État. Toute tentative de saut monétaire sans un État ont explosé. Ça a duré 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ça a explosé. Et donc l'euro, vous avez pratiquement tous commencé à vivre une vie active avec l'euro, je ne sais pas ce que c'était avant, ben je vous dis, s'il n'y a pas un gouvernement fédéral européen, vous verrez la fin de l'euro. Et ça, bien plaisir. Je vous remercie.